Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette troisième édition des conférences Lise. On est très heureux d'être là ce matin. On voit que vous êtes déjà nombreux, donc on est plutôt content. C'est sympa. Est-ce que vous allez bien? Je vais attendre parce qu'on a un petit délai, comme ça je vous. C'est ok? Est-ce C'est qu'on ok. nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que dans le chat tout le monde va bien aussi? Je vais attendre qu'on me fasse le retour. Ce que vous répondez. Tout le monde va bien? Super, C'est bon. c'est super, tant mieux. Donc on se retrouve pour un cycle de 12 conférences aujourd'hui et demain. Donc jeudi 14, c'est aujourd'hui. Et vendredi 15, c'est demain. On est sur la troisième édition de LISE. Alors LISE pour Level Up Your Information System Event, avec mon fabuleux accent anglais. Je serai accompagné pendant ces 2 jours pour animer ces conférences de Rémi. Rémi, Bonjour, voilà. enchanté. Et de Arnaud. Merci. Alors, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc on est étudiant en 5e année donc du cycle ingénieur au CESI, école d'ingénieur, sur la partie informatique, spécialité informatique. Le CESI, c'est un établissement d'enseignement supérieur, 25 campus en France, des méthodologies d'apprentissage par projet et dites actives depuis maintenant 2004. C'est à peu près 2000 ingénieurs diplômés chaque année. Donc c'est d'autres façons d'apprendre. Et puis le groupe CESI a également des activités de recherche via son laboratoire Lineact. Et puis une chaire Cisco CESI Vinci Énergie. Alors un petit point sur Lise, qu'est-ce que c'est? Donc c'est des conférences colorées IT. On verra cette année, on vous introduit juste après les thèmes qui seront abordés cette année, mais on est toujours bien sûr sur les technologies de l'information et sur les transformations des systèmes d'information des entreprises et des organisations. Donc Lise a vu le jour en 2019, la marque Lise. Cet événement la première édition a eu lieu en janvier 2019. L'année dernière, septembre 2019, Lise est devenue une association loi 1901 pour nous permettre justement de faciliter l'organisation de cet événement. Les deuxièmes éditions ont eu lieu en janvier 2020 et puis aujourd'hui, on est donc sur la troisième édition. Alors l'émission des conférences Lise, donc tout simplement c'est d'initier le débat sur les transformations numériques de notre société. Vous savez, la technologie est aujourd'hui au cœur de notre vie, on le voit partout. Aujourd'hui on doit aussi établir donc le lien entre l'entreprise et les futurs diplômés, c'est important. Le réseautage, donc le networking en anglais. Trouver des stages, trouver des offres d'emploi, c'est important. Donc ça peut permettre aussi de faire ça. On doit aussi appréhender donc les nouvelles technologies et les tendances des systèmes d'information. Promouvoir aussi les compétences d'étudiants du CESI, bien sûr. On est là aussi pour avoir un peu de lumière. On doit renforcer aussi donc la veille technologique des étudiants. C'est important. On a travaillé pendant plusieurs mois sur des sujets divers et variés. On doit aussi sensibiliser donc aux problématiques futures des systèmes d'information. Voilà un peu l'ensemble des missions de conférence Lise. Je passe la parole maintenant. Très bien. Alors, cette année est un petit peu spéciale, due notamment au Covid. Voilà, donc là, vous êtes en live et je vous montre un petit peu comment ça va fonctionner cette troisième édition. Tout d'abord, donc, comme Alexandre l'a précisé au tout début, on va être sur 12 conférences. Chaque conférence est fait en 2 parties. Donc, pour la partie conférence, donc, 1 ou 2 ou 3 personnes vont venir présenter son sujet pendant 45 minutes. Et après, une phase de questions-réponses pendant un quart d'heure. Et puis, de temps en temps, vous verrez des intervenants extérieurs du CESI venir présenter des sujets particuliers. Comment poser des questions? Actuellement, vous êtes sur le live normalement. Tout en haut, vous avez une partie discussion publique. Attention à être bien dans discussion publique. Quand vous êtes dans cette channel, vous allez pouvoir poser des questions tout en bas. Donc vous pouvez suivre les numéros 1 et 2 que vous voyez. Les questions vont être prises par notre régie et elle sera posée à la fin, pendant les 15 minutes de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce moment-là. On y répondra sans souci à la fin. Alexandre. Alors, les partenaires, puisque pour organiser cet événement, on a eu besoin de soutien. Alors, des soutiens qui vont être aussi bien financiers, qui vont être aussi bien logistiques,
voilà, d'accompagnement aussi pour organiser cet événement et vous proposer à vous public quelque chose d'agréable et on espère que vous allez apprendre des choses et que vous sortirez de ces conférences avec peut-être des nouvelles idées ou en tout cas ça vous aura inspiré quelque part. Alors pour les citer rapidement, Fornonia Médé, travaux ferroviaires, Tris Data Management, entreprise d'informatique décisionnelle, Facila Compta, Peugeot ADL Agent, donc garage Peugeot sur Arras. On reviendra pendant les 2 jours hein, de temps en temps sur nos partenaires. Et puis pour vous teaser un petit peu les interventions prochaines. Arnaud parlait d'intervenants extérieurs. On aura Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras, qui viendra nous faire une présentation. C'est lui d'ailleurs qui ouvrira ces conférences et qui vous présentera un petit peu bien la vision qu'a Arras de la Smart City. Qu'est-ce que la Smart City pour Arras, qu'est-ce que ça implique, et puis voilà comment ils mettent en place ça, c'est quoi leur objectif. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, on aura aussi Cyril Vaillet, qui est solution architecte IoT et networking chez Cisco, qui nous parlera d'industrie 4.0, de cybersécurité, quelles sont les transformations aujourd'hui dans nos entreprises qui ont été initiées il y a déjà dans nos industries qui ont été initiées il y a quelques années, quelles problématiques de sécurité, de cybersécurité ça implique, comment tout ça s'interconnecte. Donc ça ce sera dans l'après-midi. Et puis Parquet Plus, Mamadou Diabaté, qui nous a à la fois accompagnés financièrement, mais aussi d'un point de vue logistique et organisationnel, hein, qui nous a fait bénéficier de ses conseils et de son accompagnement. Ces partenaires, vous pouvez, si vous êtes intéressé par l'un d'eux, ne pas hésiter à retourner sur nos réseaux sociaux. Vous avez des présentations détaillées avec l'ensemble des liens, des coordonnées, les sites internet. Vous avez également, en cliquant sur les logos sur notre site internet, vous avez accès à leur site de chaque partenaire pour en savoir plus. Bien, alors comme Alexandre l'a dit, cette année, on va vous parler de 2 sujets. Alors, on reste dans l'IT, mais on va essayer aussi de parler de ville durable. C'est un peu la nouveauté de cette année. Alors, je vais pas trop vous en dire parce que les conférenciers vont très bien l'expliquer, mais cette année, on va parler de Smart City et l'industrie 4.0. Donc, tout au long de la conférence, ça va être animé par ça. Vous verrez bien, on vous expliquera tout ça en détail le moment venu. Au niveau du programme aujourd'hui, il est bien chargé, hein, divers aussi. Donc Alexandre en a parlé juste après notre ouverture. Monsieur Ferrari fera une introduction, voilà, sur les Smart City, sur la Smart City, humaine arageoise. Ensuite, on ira sur la sécurité des services connectés, sur le bureau à énergie positive, c'est très important. Et puis on aura une petite entracte quand même parce qu'il faut manger, hein. La pause déjeuner. Voilà, vous aurez du temps pour pouvoir reprendre une petite pause. Ensuite, on reprendra les conférences sur la permaculture. Ensuite, on enchaînera sur l'architecture SI des Smart Cities. Et puis voilà, on aura une petite présentation par Cyril Vaillet avec l'industrie 4.0 et la cybersécurité. Ensuite, on enchaînera sur une surproduction agroalimentaire. Ensuite, sur la surveillance, qui est quand même au cœur des débats aussi politiques et dans les informations, hein, c'est très important. Et puis, on va clôturer cette journée. Voilà. J'espère qu'on va bien s'amuser quand même et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous avez le planning, vous pouvez le retrouver sur le site internet liste-conférence/schedule. Nos réseaux sociaux également. Vous pouvez bien entendu vous connecter, vous déconnecter comme vous le sentez en fonction de votre emploi du temps pour suivre les conférences qui vous intéressent. Le lien ne change pas, c'est toujours le même. Vous l'avez également épinglé dans la discussion publique. N'hésitez pas si vous voulez partager ce lien avec vos collègues, vos amis, n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre librement. Il n'y a pas d'inscription préalable. Vous pouvez le faire. Également, chaque conférence, donc il y a un livre blanc qui l'accompagne, un document de 10 pages qui résume la conférence ou qui l'introduit, tout dépend du moment où vous lisez ce document, qui peut permettre de vous donner un aperçu. Alors ces livres blancs, ils seront publiés sur le site internet dans le courant de la journée.
Donc vous pourrez y accéder, soit le consulter avant ou après. Également, si vous n'avez pas la possibilité ou si vous connaissez des collègues ou amis qui ne peuvent pas assister aux conférences mais qui sont intéressés par un sujet, sachez que les conférences seront accessibles aussi, hein. Il y aura un replay comme à la télé où vous pourrez accéder après coup aux conférences, choisir celle qui vous intéresse. Voilà, il n'y aura que les interventions de nos intervenants extérieurs qui ne seront pas enregistrées, mais toutes les conférences des étudiants le seront. Voilà. Alors, il est 45. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat, Voilà. des interrogations, comment sur l'organisation, sur les possibilités aussi, je sais pas. N'hésitez pas à réagir dans le chat, hein, il est fait pour ça, il est modéré, il y a aucun souci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos aussi de présentation si vous ne les avez pas vues sur nos réseaux Oui. sociaux. Donc des courtes vidéos, hein, bien sûr. Oui, sur le site internet de l'IS Conférence, donc vous avez le planning et si vous cliquez sur un des thèmes qui vous intéresse, vous avez une page avec un petit résumé de la conférence. Le livre blanc, ça sera à cet endroit-là. Et puis vous avez aussi une petite vidéo YouTube qui est de quelques minutes, quelques secondes, qui vous introduit un peu le contexte. Est-ce qu'on a des questions particulières dans le chat? Tout est clair? C'est clair. Bon, bah, super. Eh bien, très bien. Et ben, du coup, on va vous laisser prendre un petit café ou un petit pain au chocolat, enfin, ce que vous voulez. À distance, on peut pas vous l'amener, malheureusement. J'aurais bien aimé. Et puis, on se retrouve dans une dizaine de minutes avec donc Pierre Ferrari, directeur de la stratégie numérique et transition de la Villars. Oui. Alors, il y aura un petit délai, si je comprends bien la question. Oui, elles seront sur le site. Par contre, elles seront pas disponibles dans l'heure, hein. Il faudra très certainement, à partir de la semaine prochaine, elles seront sur le site, puisqu'il faut le temps qu'on les compile et qu'on les poste sur le site. Pas d'autres questions? Voilà, super. Donc, je disais, à 10h, démarre donc la présentation de Pierre Ferrari sur la Smart City arageoise. On a l'honneur qui est de l'avoir avec nous et qui va vous proposer cette conférence, la vision qu'a Arras de la Smart City. Qu'est-ce que ça implique? Et finalement, si vous vivez sur Arras, à quoi Arras va ressembler dans quelques années. Voilà, merci et puis on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, du coup, on va rentrer dans le sujet après une bonne intervention de Monsieur Ferrari. Donc, comme on peut le constater, on tend vers on tend plus à ce que la population aille dans les villes, dans les grosses villes. On a une multiplication de capteurs, d'outils informatiques, d'objets de plus en plus connectés. Et du coup, se pose la question sur la sécurité. C'est pour cela que Maxence et Julien vous parleront de la sécurité des services municipaux. Donc, merci de bien être attentifs. N'hésitez pas à poser des questions. Et profitez bien de cette conférence. Merci beaucoup. Du coup, bonjour à tous. Bonjour. On va présenter, du coup, durant notre conférence, la sécurité des services municipaux connectés dans les Smart Cities. Donc, on va avoir plusieurs thématiques. Donc, déjà, la thématique, comme le nom l'indique, de la sécurité des services municipaux. On va parler des différents services qui peuvent être exposés dans une Smart City et ainsi que les vulnérabilités que ça crée. Tout ça au sein de la Smart City. Donc, pour présenter cette conférence, nous avons Maxence Arnold. Bonjour. Et moi-même, Julien Joncoeur. Nous sommes tous les deux des étudiants de 5e année du CESI, école d'ingénieur à Arras, en spécialité informatique. C'est une thématique qui nous tenait à cœur parce que on a tous les deux fait l'option cybersécurité et c'est des choses qu'on peut retrouver durant cette option. Donc voilà, c'est quelque chose que nous connaissons plus ou moins, où on a des compétences dans ça et que on va vous présenter. Donc pour le sommaire, nous allons découper notre présentation en plusieurs parties. Tout d'abord, nous allons revenir sur une petite définition de Smart City. Ensuite, nous vous présenterons les objets connectés, la cybersécurité sur ces objets connectés, les différents scénarios d'attaque qui ont pu se produire dans les années précédentes,
des mesures de protection pour pallier à ces problèmes, et nous finirons par une conclusion. Alors là, on va présenter déjà la Smart City. Donc déjà, on va pas trop rentrer trop dans le détail des Smart Cities parce que je pense qu'on va déjà beaucoup vous le rappeler dans les autres conférences. Donc nous, on va définir très brièvement ce qu'est une Smart City, présenter quelques Smart Cities dans le monde et après déboucher sur les services connectés. Donc pour vous parler des Smart Cities, on va vous présenter déjà quelques chiffres clés. 68% de la population vivra dans les milieux urbains en 2050. 40 métropoles accueilleront plus de 10 millions d'habitants et 27 villes développent déjà des services intelligents en France. Alors, qu'est-ce qu'une Smart City? Une Smart City, c'est une ville plus intelligente et connectée pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. Donc là, vous avez une illustration qui vous présente les 15 plus grandes Smart Cities dans le monde selon Roland Berger du SCSI de 2019. Donc ces Smart Cities seront amenés à bouger dans les années qui suivent parce que on peut remarquer que les Smart Cities, c'est quelque chose de très récent. On a vu ça émerger, on va dire, de ces 10 dernières années. Donc il y a beaucoup de villes qui développent du budget dans ces Smart Cities, comme l'a pu présenter Pierre Ferrari juste avant pour la ville d'Arras. Donc ce nombre de Smart Cities va s'améliorer et ce classement va aussi changer. Mais qu'est-ce qu'une ville intelligente et connectée, me direz-vous? Alors, une ville intelligente et connectée, on dit ça car dans la Smart City, on va placer des objets, qu'on peut appeler aussi des nœuds. Ces nœuds vont récupérer des informations, comme des données par exemple de température. Ça va transiter via une base centrale qui va transformer ces données en informations pour après les redonner aux besoins des utilisateurs. Par exemple, un service de météo dans la ville qui va permettre de mieux gérer la météo dans la ville et de rendre ce qu'on appelle la ville plus intelligente. Maintenant, on va présenter les services connectés. Donc, qu'est-ce qu'un service connecté? Et on va en découler sur notre problématique de notre thématique. Donc, un service connecté, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui relie les personnes entre elles et aux objets permettant ainsi la communication. En France et à l'international, on dénombre déjà beaucoup de communes qui implémentent déjà des services connectés. Justement, on va vous présenter quelques exemples de services connectés en France. On a décidé de choisir la France car c'est un acteur local et ça nous permettra de montrer aussi que certaines villes qu'on pense qui n'implémentent pas, qui n'est pas déjà une Smart City, a déjà des services connectés. On va commencer par Lille. Le projet Sunrise est un projet qui vise à mieux comprendre et à mieux maîtriser les coûts de gestion des exploitations des infrastructures réseau de la ville en utilisant des smart grids. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technologie qui vient d'émerger et qui va être amenée à être utilisée pour beaucoup d'autres projets. On a aussi le cas de Dijon, où on a l'optimisation de l'utilisation des bâtiments, une analyse cartographiée pour mieux cibler les opérations de rénovation thermique. Maintenant, on va passer à Clermont-Ferrand. On a un éclairage public intelligent et des réseaux rodateurs intelligents, donc avec une solution de télégestion et de maintenance à distance. On va prendre maintenant le cas de Marseille. À Marseille, on a des services pour signaler des problèmes de propreté, de voirie ou de circulation, avec des panneaux qui portent des badges numériques, par exemple avec le QR code et des vignettes NFC. À Angoulême, on a des écrans qui affichent les temps d'attente réels aux arrêts de bus. Donc cela permet aux utilisateurs de ne pas à chaque fois se déplacer aux arrêts de bus, de connaître les temps d'attente pour ces différents bus, ce qui est pratique dans les grandes villes où il y a beaucoup de transports en commun. Et maintenant à Chartres, avec un quartier qui propose des services d'aide au stationnement, une amélioration du tri des déchets et une gestion de l'énergie et plein d'autres services. Donc voici pour les exemples des Smart Cities en France, des services connectés en France, pardon. Les services ils tendent à être améliorés et diversifiés au fur et à mesure du temps. Plus on dira que ces services seront performants, plus la ville sera intelligente. Cependant, avec ce déploiement massif et rapide et avec l'interconnexion des services, on ouvre de nouveaux espaces de vulnérabilité. Parce que un appareil qui n'était pas avant connecté, dès qu'il le devient, on va pouvoir permettre des portes d'entrée à ce système. Par exemple, un feu tricolore. Un feu tricolore avant qu'il n'avait aucune connexion. Et maintenant qu'on pose un objet connecté dedans, et ben du coup, les attaquants
pourront accéder à ce système. Comme va vous le présenter le groupe de Alexandre Lecomte et Corentin Gandossi, avec leur exemple sur leur maquette de feu que vous verrez cet après-midi. On en découle une problématique. Quelles sont les vulnérabilités des services connectés municipaux dans les Smart Cities et justement comment les sécuriser? Je vais laisser Maxence parler de la cybersécurité. Donc, tout d'abord, face à l'augmentation du nombre de services et objets connectés, nous pouvons apercevoir une augmentation du nombre de cyberattaques. Cela est tout simplement logique puisque lorsqu'on augmente forcément les potentiels ports d'entrée, les attaquants vont pouvoir tester plusieurs attaques. Donc, dans le futur, on tendra à avoir de plus en plus d'attaques, de cyberattaques sur les services connectés et donc les smart cities. Du coup, pour pallier et protéger les services connectés, il est important de respecter différents critères de sécurité. Tout d'abord, la disponibilité des équipements et des données. Donc, il s'agit pour un équipement type un serveur ou un service de données d'être disponible au moment voulu et à l'utilisateur voulu. Et ensuite, la confidentialité des données. Cette confidentialité est que l'information ne doit être accessible que par ceux qui y sont autorisés. Ensuite, l'intégrité des données, donc qui est la caractéristique d'une information à n'être modifiée que par la personne qui est autorisée. Et ensuite, la traçabilité des données. Donc, cette caractéristique permet de répondre aux questions de où se trouve l'information, qui en a la garde, en quel état elle se trouve, quel processus elle subit, et est-elle arrivée à destination. Donc, les systèmes d'information des Smart Cities sont au même titre que ceux des entreprises tellement vulnérables à des cyberattaques. Mais de plus, il faut ajouter tous les objets connectés. Donc, comme nous l'appelons l'IoT. D'abord, je vais vous définir ce qu'est l'IoT. Le terme Internet of Things regroupe les objets et équipements connectés à Internet et les technologies qui s'y rapprochent. Cela va englober tout ce qui peut être connecté via un réseau pour émettre ou recevoir des données. Cette IoT va se diviser en 3 couches. Tout d'abord, la perception layer, qui est la couche des capteurs. Elle va permettre d'identifier et collecter les informations. Les capteurs qui vont être mis seront en fonction du besoin et pour récolter plusieurs types d'informations, comme la luminosité, les mouvements, etc. Ensuite, il y a la network layer, la couche de transmission. Donc, elle joue le rôle de pont entre la première couche et la troisième couche. Son but est l'acheminement des données entre un point A qui sont les capteurs à un point B qui sont les applications. Il y a ensuite l'application layer. Donc, ce sont les applications en charge de traitement. C'est grâce à elles qu'on va pouvoir prendre des décisions en fonction des données que nous avons collectées et de leur interprétation. Maintenant, chacune de ces couches possède plusieurs failles de sécurité que nous allons voir. Tout d'abord, pour la première couche, d'ailleurs, donc la couche des capteurs, il y a le eavesdropping, qui est une écoute de transmission en temps réel. Ensuite, il y a le fake node. Tout d'abord, voyons ce qu'est le node. Comme nous l'a présenté Julien tout à l'heure, c'est un périphérique qui permet de récupérer de la donnée ou d'en transmettre. Globalement, ça peut être un capteur, par exemple. Donc, le fake node, c'est l'ajout d'un nœud sur un système. Cet ajout va avoir plusieurs rôles. Déjà, il n'est pas l'attaquant va pouvoir envoyer des fausses données du coup au système, mais en plus de ça, ce nœud va consommer de l'énergie, qui est une des caractéristiques les plus précieuses au sein d'un autre système. Et donc, les autres nœuds pourront peut-être potentiellement être hors service, parce qu'ils n'auront plus l'énergie suffisante pour fonctionner. Ensuite, il y a le node capture. C'est lorsqu'un attaquant va prendre le contrôle total d'un nœud, et donc va pouvoir récupérer les informations qui y transitent. Nous avons ensuite le timing attack, donc c'est l'étude de temps de réponse d'un système pour répondre à différentes requêtes. Et donc, selon le temps de réponse, nous pourrons observer et en déduire des vulnérabilités. Pour la couche network layer, il y a la fameuse DDoS attack. Donc, c'est lorsqu'un attaquant va envoyer de manière redondante un énorme nombre de requêtes visant à mettre hors service une ressource, puisque la ressource ne va plus être en mesure de traiter toutes les requêtes, et même les requêtes du coup des utilisateurs autorisés. Donc il sera sur ensuite le man in the middle attack, qui est l'interception, la modification
des données, des communications entre deux entités. Donc l'attaquant va se placer entre deux entités et va pouvoir secrètement intercepter tout ce qui transite. Nous avons ensuite le storage attack, qui est la modification en brut des données sur les périphériques de stockage. Pour l'application layer, il y a le cross-site scripting. Donc c'est une attaque par injection qui va permettre de modifier la page côté client et donc pourquoi pas par exemple rediriger le client sur une page de phishing tout simplement. Ensuite il y a le malicious code attack qui est simplement un malware, donc un code destiné à provoquer des effets indésirables sur le système. Donc ensuite Julien va nous présenter justement des scénarios de cyberattaque qui ont eu lieu durant ces années. Merci Maxence. Donc dans cette partie, on va présenter seulement 5 scénarios de cyberattaque. On a choisi de présenter que 5 scénarios pour pouvoir plus se concentrer sur cela, car ils sont des scénarios assez courants durant les attaques. La première, c'est les capteurs données et confidentialité. Donc les capteurs, plus besoin de le présenter, je pense qu'on l'a déjà assez parlé de ça. Ces capteurs vont récupérer des données qui vont être après transformées en informations. Et ces données, des fois, sont ce qu'on appelle des données sensibles, car elles peuvent récupérer des informations qu'on ne veut pas divulguer à tout le monde. Pour démontrer un exemple concret de ce scénario d'une cyberattaque, en 2016, l'hôpital d'Hollywood paie $17 000 de rançon en Bitcoin à des pirates qui ont récupéré des données confidentielles des patients. Donc ce scénario, il nous présente plusieurs cas. Déjà, on a ce qu'on appelle les ransomware. Les ransomware, c'est une rançon que les pirates vont demander car ils ont réussi à rentrer dans un système et paralyser le système ou récupérer des données sensibles. C'est des choses qui peuvent être assez graves parce que plus les attaquants récupèrent des données sensibles, plus il pourra demander beaucoup d'argent en rançon. Donc il y a plusieurs aspects néfastes sur ce scénario. Déjà, créer une porte d'entrée au système d'information. On peut aussi s'emparer des données sensibles, détourner les actions que l'appareil est censé exécuter, et donc, comme j'ai présenté, les ransomware. Après, on a le cas des véhicules autonomes, que vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Depuis ces dernières années, on voit beaucoup de véhicules autonomes émerger. Par exemple, Tesla qui est assez pionnier dans ce domaine. Donc le but des véhicules autonomes, c'est d'avoir un pilotage automatique du véhicule. On n'a plus besoin de conduire ce véhicule. Donc ça permettrait dans l'idéal d'éviter des accidents ou des carambolages. Pour présenter un exemple concret de ce scénario, les spécialistes ont réussi à prouver à maintes reprises que les systèmes embarqués de ces véhicules peuvent être compromis. Ils ont réussi à duper l'intelligence artificielle qui fait fonctionner ces véhicules. Donc ça a plusieurs aspects néfastes. Compromettre la circulation en truquant les panneaux de signalisation, prendre le contrôle des véhicules et supprimer les fonctions du véhicule. Maintenant, on va parler de systèmes d'approvisionnement en énergie et en eau. Donc on va parler plutôt des usines. Imaginons dans un monde où on est dans une smart city et les usines sont connectées. On pourra avoir un système plus intelligent pour distribuer l'eau et l'électricité, par exemple, aux différentes habitations, selon la demande. Sauf que, avec cette connexion, ça va créer des vulnérabilités. Comme en 2017, où 225 000 personnes se retrouvent sans électricité à cause du malware NotPetya, qui a d'abord été déployé en Ukraine, puis après dans le reste du monde. Et 225 000 personnes sans électricité, c'est quand même quelque chose de très grave. En 2016, des cybercriminels ont coupé le système de chauffage de 2 bâtiments dans les villes finlandaises de Lappeenranta. Désolé si je le prononce mal. Les aspects néfastes de ce scénario peuvent être détourner l'électricité ou une autre énergie de différents bâtiments, priver les services d'incendie d'un approvisionnement en eau pendant un incendie ou déclencher une panne générale. Maintenant, on va parler de la gestion des déchets. Pour illustrer cet exemple, on a à Marunji-Cheer, en Australie, il y a un ancien employé qui était mécontent du service municipal, qui a détourné le système de gestion des eaux usées, qui a malheureusement permis de déverser plus de 1000 mètres cubes d'eau usée dans les parcs et les rivières. Donc, de par ce scénario, on peut remarquer des conséquences très néfastes pour l'environnement,
et également peut-être déclencher des crises sanitaires dans le plus grave des cas. Maintenant, je vais vous parler du dernier scénario, le système du contrôle et du trafic, qui est en lien avec le scénario que j'avais présenté des véhicules autonomes. Si on utilise une ville connectée, on va sûrement avoir des signalisations connectées, des feux rouges, des panneaux stop, et j'en passe. En 2018, des chercheurs de l'Université de Michigan ont été en mesure de modifier le timing des feux pour les passer tous au rouge, ce qui a créé des embouteillages. Donc là, c'est un cas où c'est plutôt dérangeant pour l'utilisateur, mais ça ne le met pas en danger. Si maintenant on prend le scénario inverse, s'il avait passé tous au vert, ça va créer des carambolages, peut-être des accidents, qui peuvent être très dangereux pour l'utilisateur. Donc plusieurs aspects néfastes. Déjà la modification de la circulation et le faussage des informations de circulation. Ce qui est bien avec ce scénario, ça montre que on n'a pas besoin d'être très doué en informatique pour pouvoir, qu'on appelle, hacker le système. Imaginons juste un attaquant met du scotch sur un panneau stop, on en perd sa connexion, donc on le détourne. Donc il faut faire attention parce que certaines mesures de protection peuvent être simples à mettre en place et les attaquants n'ont pas besoin d'avoir des connaissances très accrues dans ces domaines pour pouvoir les hacker. Je vais laisser Maxence parler des mesures de protection. Du coup, comme vous l'aurez compris, la cybersécurité est un domaine très important. C'est pourquoi il faut d'abord apporter une prise de conscience à tout le monde sur la criticité des systèmes d'information et de leur sécurité. Donc nous avons préparé quelques best practices que nous avons jugées utiles à suivre et ensuite nous parlerons plus tard des méthodes de cyberhygiène. Tout d'abord le chiffrement des données. Donc les données doivent toujours être chiffrées. Le chiffrement, donc, c'est une méthode qui va consister à convertir des données d'une information lisible en une chaîne inintelligible au moyen d'une clé de chiffrement. De plus, on peut ajouter à ça une authentification à deux facteurs qui rend encore une couche supplémentaire au niveau de la sécurité. Donc vraiment, on insiste sur ce point, la sécurité le chiffrement doit être fait en tant que standard, puisqu'il va permettre, en fait, par exemple, de pallier à certains problèmes que nous avons vu plus tôt. Par exemple, la faille de l'attaque du man in the middle. Donc là, l'attaquant pourra toujours, effectivement, récupérer les informations entre deux entités, sauf qu'il ne pourra plus les interpréter puisqu'elles seront chiffrées. Ensuite, le monitoring de la sécurité. Donc la surveillance de la sécurité va nécessiter une équipe qui est dédiée. Elle va permettre d'avoir un œil sur le trafic de l'infrastructure, trafic informatique, et de rechercher toutes les anomalies afin de détecter s'il y a eu des accès frauduleux. Le monitoring va permettre de régler, d'avoir des alertes en cas de dysfonctionnement ou d'attaque. Ces alertes vont être bénéfiques puisqu'elles vont nous permettre d'avoir un temps de réaction le plus optimal possible. On le sait, pour les entreprises, l'arrêt d'un système, ou même pour les municipalités, l'arrêt d'un système et du coup de leur activité, c'est perte d'argent. Du coup, plus on alerte tôt, plus on peut résoudre le problème tôt, et moins on perd d'argent, et moins le problème s'aggrave, et moins l'attaque se répand. Il est très important d'avoir du monitoring. Ensuite, commencer à petite échelle. Donc lorsqu'on souhaite mettre des nouveaux systèmes en place, autant commencer avec un petit POC, donc un proof of concept, donc réaliser une maquette de ce système. Ensuite, la pen tester, donc y étudier l'effet de cyberattaque sur ces systèmes. Et ensuite, si les résultats sont concluants, du coup la déployer à grande échelle. Et s'ils ne le sont pas, ou s'orienter sur une autre solution, ou alors pallier les failles de sécurité que nous avons rencontrées. Créer une équipe de sécurité IT. Donc la mise en place d'une équipe IT spécialisée en sécurité informatique est très importante. Leurs objectifs vont être divers, comme vérifier l'intégrité du chiffrement, identifier les vulnérabilités, de développer des outils de sécurité et d'exécuter des tests de pénétration. C'est très important de pénétrer sa propre infrastructure, puisqu'elle va nous permettre de découvrir les failles qui existent, et du coup de pouvoir les connaître et les patcher avant que certaines personnes mal intentionnées ne s'en servent pour pouvoir attaquer l'infrastructure. Connaissance des technologies implémentées. Donc, ça paraît basique, mais il faut étudier les nouveaux systèmes qu'on met en place. Surtout au niveau de l'IoT, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, les nouvelles technologies, on ne les connaît pas forcément par cœur. De plus, elles ne sont pas forcément créées de manière à être le plus sécurisées possible.
Et du coup, il faut les étudier afin de voir s'il y a des vulnérabilités. S'il y en a, les résoudre. Si ce n'est pas possible, s'orienter vers un autre fabricant de ce produit. Et du coup, la connaissance de notre technologie permet de mieux connaître notre architecture globale déjà, et en plus d'anticiper les mauvaises configurations qui peuvent donner des portes d'entrée à des personnes mal intentionnées. Mettre en place un PCA et PRA, donc un plan de reproductibilité, avec des méthodes qui vont vous permettre de définir des processus pour reprendre l'activité le plus tôt possible afin de gagner un maximum de temps sur l'incident qui a eu lieu. Et continuité d'attaque. Donc, ça va être analyser l'impact, définir les moyens pour limiter les dégâts afin de continuer sereinement l'activité de l'entreprise ou du service. Les journaux de log, donc ça c'est extrêmement important. Les journaux de log doivent être sauvegardés, donc c'est possible à plusieurs endroits, et en toute sécurité, puisqu'ils ne doivent pas être consultés par une personne n'ayant pas l'autorisation, tout simplement, qu'elle pourrait, grâce à ces logs, avoir des informations critiques sur notre infrastructure. Ils peuvent être, les logs sont importants puisqu'ils permettent d'identifier s'il y a des accès frauduleux sur notre infrastructure et déterminer l'origine d'un incident. Si un attaquant a réussi à rentrer dans notre infrastructure, grâce au log, on peut définir comment il est entré et donc patcher cette faille de sécurité avant qu'elle soit utilisée davantage. Ensuite, il y a les mises à jour. Les mises à jour des logiciels, c'est quelque chose de basique, des firmware également, mais ça doit être automatisé. Pourquoi? Puisque quand il y a des mises à jour, c'est soit pour ajouter de la fonctionnalité, mais soit pour patcher des failles de vulnérabilité. Donc c'est important d'avoir des services qui sont tout le temps à jour, donc automatiser si possible, comme ça on évite l'oubli humain, et sécuriser, c'est que la mise à jour que l'on télécharge et qu'on l'installe doit provenir bien de l'éditeur du logiciel et non pas d'une source tierce qui pourrait être contaminée, avoir une backdoor ou un malware. L'intégrité des communications. Donc les appareils doivent avoir un mécanisme pour empêcher la falsification des données par des sources non autorisées. Donc ça revient globalement à respecter un des critères que j'avais énoncé plus tôt, l'intégrité des données. Ensuite, définir un mot de passe fort. Donc ça, c'est encore un grand classique. Mais on va prendre un exemple très simple. On va prendre deux mots de passe avec les mêmes caractéristiques. Donc les mots de passe auront des caractères spéciaux, majuscules, minuscules et chiffres. Si votre mot de passe fait 8 caractères, il faudra en temps théorique que 2 jours pour tester toutes les combinaisons. Tandis que si vous ajoutez seulement 4 caractères à cela, donc un mot de passe avec 12 caractères, il en faudra 400 000 ans. Donc vous voyez, la différence est énorme et elle est exponentielle forcément lorsqu'on rajoute des caractères. Donc il faut à tout prix avoir des mots de passe forts. De plus, ce n'est pas tout, puisqu'il faut avoir des mots de passe qui ne contiennent pas d'informations en relation avec la personne qui l'utilise. Que maintenant, il existe des logiciels qui vont permettre à un attaquant de renseigner toutes les informations qu'il a d'une personne, donc prénom, nom, nom du mari, nom des enfants, nom du chien, etc., adresse, et ça va vous générer une liste de mots de passe qui sera du coup beaucoup plus courte que de tester toutes les combinaisons possibles, et donc ça pourrait être traqué en un rien de temps. Supprimer les comptes utilisateurs inutiles, donc forcément un compte utilisateur, ça représente une porte d'entrée, donc s'il n'est pas utilisé, il faut supprimer cette porte d'entrée. Désactiver les fonctionnalités et les services inutilisés. Donc ça, c'est très important, puisque les services, notamment, je pense, sur les serveurs, peuvent représenter déjà des vulnérabilités. Donc si on ne les utilise pas, autant les supprimer. Mais de plus, si on ne les utilise pas, ils vont vieillir, puisqu'on va les oublier, entre guillemets. Et un service qui vieillit, il va forcément y avoir des vulnérabilités dessus. Et donc, ça va laisser une énorme faille de sécurité sur le service. Ensuite, je vais laisser Julien vous présenter différentes méthodologies de cyberhygiène. Merci Maxence. Donc comme vous l'a présenté Maxence et comme je vais me le parler, pour définir une cyberhygiène, il n'est souvent pas utile de mettre des mesures de protection très compliquées à mettre en place. Souvent, c'est des petites pratiques qui peuvent vous changer la donne et de définir que les attaquants ne pourront pas rentrer dans votre système. Donc c'est tout ça l'intérêt de la cyberhygiène. Donc là, je vais vous présenter dans cette partie des méthodologies de cyberhygiène qui permettront de lutter ou minimiser les cyberattaques. Parce que des fois,
on pense que quand un attaquant rentre dans votre système, c'est peine perdue. On a perdu la guerre, ils sont rentrés, ils ont récupéré les données. Dans ce cas-là, les attaquants vont pouvoir récupérer plus de données. Donc il sera important dans ce cas-là de définir un plan qui permettra aux informaticiens de la boîte de cloisonner l'attaquant dans un système pour éviter qu'il récupère d'autres données. Donc déjà, je vais vous parler du SASE, du SASI. Je vais faire une petite analogie pour présenter le SASI. Imaginons que vous allez à la banque pour récupérer, je ne sais pas, des relevés de banque. Vous allez avoir 3 méthodes pour récupérer ces relevés de banque. La première, c'est de se déplacer physiquement à la banque. Donc vous allez contrôler votre identité avec vous, votre personne physique. Pour récupérer cette analogie, on peut dire que c'est une architecture réseau axée sur le matériel, où les décisions de sécurité et d'accès sont prises par votre personne fixe. Et donc dans l'exemple de cette analogie, par un data center. La deuxième façon de récupérer ces relevés bancaires, c'est d'appeler la banque. Donc là, vous allez faire toujours un contrôle d'identité, mais cette fois, vous allez devoir renseigner des données supplémentaires. Par exemple, un numéro de carte ou un numéro de compte, pour pouvoir dire que c'est bien vous qui appelez et que c'est bien votre personne. Là, on pourrait dire que c'est la partie architecture cloud qui est rajoutée à votre système. Tout ça, ça représente l'image de gauche, qui représente une architecture en étoile. Et de base, elle n'est pas prévue pour les services cloud. Cette méthodologie, elle s'appuie sur des périmètres réseau sécurisés qui sont articulés autour d'un data center. Elle n'est donc pas efficace dans la majeure partie des cas. Si par exemple votre application elle est externe à votre système, et ben votre application va moins bien fonctionner que un système classique, parce que l'identité et le contrôle des accès se fera de façon plus compliquée. Donc les équipes, elles vont avoir du mal à gérer et à mettre à jour les différents services de sécurité et politiques d'accès. Vous allez me dire pourquoi je parle de ça, surtout qu'on parle de cybersécurité. Et ben c'est important de savoir que dans certains cas, dans les smart cities, les services vont être en dehors de la périphérie de notre réseau. Par exemple, on va avoir un service à 500 mètres, à 3 km, à 10 km. On ne va pas savoir où seront les services, parce que ça dépend de la ville. Par exemple, si on a mis un module connecté sur un panneau stop, on ne va pas devoir déplacer le panneau stop pour qu'il rentre dans notre périphérie. Du coup, cette architecture, elle n'est pas idéale pour une architecture dans une smart city. On va devoir créer une sorte de nouvelle architecture, donc qui s'appelle le modèle SASI, donc sur l'image de droite que vous pouvez voir. Je vais reprendre mon analogie par exemple. Maintenant, on va rajouter un nouveau type d'accès pour les comptes, pour voir les relevés de compte. Maintenant, on a une application de téléphone. Donc grâce à cette application de téléphone, vous allez pouvoir accéder à vos comptes un peu partout dans le monde, parce que vous n'avez pas besoin d'être en France pour consulter vos comptes via l'appli. Et vous allez avoir un contrôle numérique et un accès instantané. Donc ça, c'est le modèle de droite. Donc le modèle SASI, il va se rapprocher des utilisateurs finaux, des services de sécurité réseau et des mesures de contrôle d'accès en transférant toutes ces opérations importantes dans le cloud. Et donc il va s'appuyer sur un réseau mondial pour minimiser la latence. Donc ça, c'est le système idéal à utiliser pour, par exemple, si vous avez des services connectés dans une smart city. Donc quel est l'intérêt du SASI? L'objectif, c'est d'inspecter le trafic et d'appliquer des règles de politique cohérentes sur l'ensemble de l'infrastructure, y compris sur la périphérie, et sur plusieurs clouds. Et qui a pour impact d'éliminer la complexité de l'application des politiques lorsque les données franchissent une frontière de réseau distincte, ce qui crée souvent des vulnérabilités. Comment ça fonctionne le SASI? Le SASI, il va inspecter tout le réseau sans latence et il va appliquer systématiquement des mesures de sécurité telles que des pare-feux de nouvelle génération, la détection des intrusions, l'analyse anti-malware, et tout ça conformément aux politiques de la société. Donc, comme vous pouvez voir sur la petite image en bas, le SASI va regrouper des technologies qui existent déjà pour le réseau et la sécurité, qui ont déjà fait leur succès. Il va essayer de regrouper les deux pour faire un système cohérent. Donc, par exemple, pour le SD-WAN, sans rentrer trop dans le détail, c'est
sa fonctionnalité principale, c'est d'être multi-opérateur, ce qui va vous permettre de, selon votre infrastructure, d'utiliser tel ou tel service Internet, par exemple Orange, SFR, pour n'en citer que deux, pour pouvoir avoir comment dire, les tarifs Internet selon les différentes applications. Après, on a le N2AS, le Network as a Service, qui permet de. C'est un service de connecter basé principalement sur du logiciel qui se déploie instantanément et automatiquement. Le VPN, je pense que vous connaissez tous, et le Networking Vendor, pour ceux qui ne sont pas très. Qui n'aiment pas trop l'anglais, ça veut dire les fournisseurs réseau, par exemple Cisco ou Juniper, pour faire plaisir à certains de la promo. Après, on a la partie sécurité, le FWAS, donc qui est le firewall basé sur le cloud, des sécurités de réseau, le cloud SWG, qui est une passerelle de Internet sécurisée, et on a le DNS via des protocoles HTTPS, TLS. Donc là, on va présenter maintenant le plan de réponse aux incidents. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, des fois, la cyberattaque, on va essayer de minimiser cette attaque. Parce que des fois, on ne peut pas lutter contre la cyberattaque. Si vraiment les attaquants mettent tous les moyens pour entrer dans votre système, ils vont rentrer dans votre système. Donc, il sera important à ce moment-là de définir un plan de réponse qui permettra de gérer justement cette crise. Donc ça, c'est le plan de réponse aux incidents. On va appeler ça un RI. Le RI, c'est l'art de procéder au nettoyage et à la récupération. Donc, quelles sont les étapes d'un RI? Ça se divise en 4 étapes. Déjà, la partie préparation. Donc, on va construire une équipe qui va élaborer des cyberpolitiques et un plan de communication. Alors, quelle est l'importance du plan de communication? Si vous subissez une cyberattaque, vous êtes obligé d'annoncer à tous les utilisateurs que vous êtes fait attaquer et que potentiellement les données ont été récupérées. Si vous ne le faites pas, vous pouvez subir des poursuites judiciaires. Et des fois, ça peut couler l'entreprise. Donc, il est important de définir un plan de communication sur quoi communiquer lorsque vous subissez une cyberattaque. Après, il y a la détection des violations. Donc là, vous allez armer votre équipe d'outils de surveillance et de détection. Par exemple, des outils de monitoring pour voir les logs et les traces des intrusions sur votre système. Si vous n'avez pas ça, du coup, vous ne pouvez pas savoir que quelqu'un est rentré dans votre système. Après, vous avez le triage. Donc là, c'est de déterminer si les attaquants sont toujours sur le réseau et à quel niveau de menace actuelle. Et après, la dernière partie, y remédier et trouver la cause de la menace. Donc l'objectif du RI, comme je l'ai déjà dit, c'est éviter qu'un problème mineur se transforme en problème majeur. Et lorsqu'une alerte est donnée, chacun sait ce qu'il doit faire. Je vais laisser Maxence conclure cette présentation. Je vous remercie d'avance. Du coup, notre problématique était comment protéger les services municipaux face aux cyberattaques dans les smart cities. Donc nous avons tout d'abord vu durant la présentation qu'il y avait une augmentation des cyberattaques sur les services municipaux, notamment due à l'augmentation du nombre de capacités mises en place, déployées. Les attaques visent à récupérer les données sensibles et même à faire tomber des services, comme nous l'a montré Julien, dans les scénarios d'attaque. Les conséquences peuvent être financières, sociales, environnementales. Donc, l'intégration de standards, de bonnes pratiques ou de méthodologies de cyberhygiène pourrait permettre de limiter les failles de sécurité à des coûts relativement bas. Nous finirons donc cette présentation par une phrase: protéger les services et objets connectés doit devenir un automatisme et la responsabilité de tous. Merci pour votre écoute. Désolé, vous n'hésitez pas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc merci déjà pour votre présentation, Maxence et Julien. Alors on a quelques petites questions qui ont été posées sur le chat, notamment par rapport à votre présentation. La première qui est, on remarque régulièrement que les attaquants utilisent souvent le manque de formation et la négligence des utilisateurs pour corrompre un système. La question c'est, selon vous, quelles pistes pourraient être envisagées pour limiter ce phénomène à l'échelle d'une ville notamment? D'abord, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire, par peut-être des forums ou mettre
sur les services internes directement à la mairie, pour faire prendre aux citoyens et à tout le monde les impacts de la sécurité et aussi le fait que tout le monde peut devenir un vecteur d'attaque, notamment avec du phishing ou d'autres types d'attaques de social engineering. D'accord. On a une autre question de Florian. Le problème avec un mot de passe fort, c'est que l'on peut l'oublier facilement. Il a vu dans son entreprise des personnes avec des identifiants sur un post-it. Est-ce que ça peut être dangereux ou vaut-il mieux les forcer dans ces cas-là à utiliser un gestionnaire? Oui, la meilleure méthode, c'est effectivement le gestionnaire de mots de passe. Donc, on a un mot de passe central seulement à retenir et tous les autres mots de passe, donc, sont dans le gestionnaire. C'est de ne pas, notamment les laisser sur post-it, parce que ça peut représenter une grosse faille de sécurité si quelqu'un qui n'est pas autorisé, par exemple, quelqu'un qui va venir dans la boîte pour un faux technicien ou pourrait bien regarder les post-it au fil dans les poubelles pour voir avec les mots de passe, surtout prendre la main sur le système. Après, pour compléter la réponse de Maxence et aussi répondre aussi à la première question, il est aussi intéressant pour, par exemple, des sociétés de voir avec la DSI pour créer justement des petites sessions de protection. Déjà de petites choses qu'on peut voir. Du coup, le mot de passe justement sur un post-it, de mettre quelqu'un, on va dire un peu dans le rôle d'un espion, qui va déjà récupérer des informations pour voir un peu déjà les mauvais gestes que font des employés simplement. Et ça permettra de faire une sorte de phase d'audit et de voir déjà qu'est-ce qui ne va pas dans la société pour contrer ces problèmes. D'accord. On a une autre question de Théo qui nous demande est-ce qu'on peut faire confiance au gestionnaire de mots de passe? Est-ce que justement le fait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, ça va pas à l'encontre même du principe de mot de passe? Bah, je pense que les gestionnaires de mots de passe sont justement faits pour être sécurisés. Et, après, c'est comme tout, on peut pas avoir confiance en tout, et forcément, mais dans ce cas-là, on ne pourrait plus avoir confiance en rien. Et je pense que les gestionnaires de mots de passe sont faits de manière à être sûrs, et du coup, il vaut mieux passer par là que les noter sur des post-it, par exemple. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. En tout cas, on vous remercie pour la présentation. Ok, on me dit qu'on a une autre question du coup. Je vais laisser Mamadou poser la question. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous, Mamadou Diabaté, donc intervenant en même temps et puis Parquet Plus pour la partie sponsorée. Donc voilà, justement, je rebondis en fait sur une dernière question qui est en fait la notion donc de générateur de mots de passe ou des passes la partie sécuritaire. Bon, aujourd'hui, si vous devez en fait conseiller en tant qu'expert bien sûr de la sécurité à une entreprise, quel serait votre rapport en termes de générateur ou alors de la partie politique plutôt? Est-ce que on doit miser sur la partie politique, c'est-à-dire le bon sens des utilisateurs, ou alors on va plutôt s'appuyer sur des technologies? La question n'est pas anodine, c'est tout simplement que je n'ai pas de visibilité sur le KIGN. Donc, est-ce que vous serez pas plutôt je vais faire simple. Est-ce que vous allez plutôt proposer entre faire confiance à cette technologie de génération de mots de passe ou alors plutôt faire confiance à une vraie politique de sécurité amenant les utilisateurs à prendre les bonnes habitudes? Quel est votre rapport là-dessus? Je pense qu'il doit y avoir une combinaison des deux. C'est-à-dire que tu dois définir une politique de mot de passe, une politique de cyberhygiène à l'intérieur même de l'entreprise, que cette politique soit vérifiée, notamment comme l'a dit Julien, il y a des gens qui vont avoir le rôle de contrôleur. Et ensuite, s'appuyer sur des technologies aussi pour aider les utilisateurs, parce qu'on peut pas leur demander de tout retenir un mot de passe de 12 caractères totalement aléatoirement généré, en retenir 10 de tête, c'est pas possible. Du coup, il faut s'appuyer aussi sur des technologies du coup qui seront étudiées par l'entreprise pour avoir bien sûr les meilleures technologies pour aider. Après, pour compléter cette réponse, donc je suis d'accord déjà avec la réponse de Maxence. C'est vrai qu'il faut un peu faire un mélange des deux. Déjà, on peut voir dans les sociétés, ça passe par des petites choses, déjà des contrôleurs d'accès, comme je l'ai expliqué. Si on arrive à contrôler déjà les utilisateurs, en mettant par exemple en place des GPO pour l'Active Directory, déjà on cloisonne l'utilisateur
sur des gestes qui pourraient être malveillants, par exemple brancher des clés USB sur un poste. Donc déjà, il faut bloquer ça. Après, bien sûr, il faut sensibiliser aussi l'utilisateur, comme l'a dit Maxence, parce que c'est quelque chose d'important, ça doit aussi venir de chaque personne. Parce que si on ne le fait pas, on a beau mettre la sécurité la plus optimale, on doit quand même permettre à l'utilisateur de faire des choses. Parce que s'il n'a accès à rien, on lui bloque tout, bah on peut plus rien faire. Donc il faut savoir aussi sensibiliser les employés, et ça passe par des formations dans la cybersécurité. Très bien. Donc l'accompagnement à primordialiser. Voilà, Effectivement. c'est ça. Ok. Bah, je vous remercie là-dessus. Effectivement, pour rajouter, donc en tant qu'ancien responsable de sécurité du système d'information, voilà, nous on misera, donc je consolide bien votre réponse, on misera plutôt pour l'accompagnement de l'utilisateur, donc qui est en face de nous, qu'on prend la main, parce que typiquement les cas qu'ils ont donnés, le post-it collé, Oui. le mot de passe à oublier, ainsi de suite, et qu'il y a quand même une charge de travail à intégrer, bien évidemment, mais c'est aussi le reflet d'une politique trop drastique, peut-être. Oui. Voilà. Ouais. Donc merci pour votre réponse, et je laisse la parole aux autres. Pas de souci. Merci beaucoup. Donc on a d'autres questions, Maxence et Julien. On a quel est le coût pour une entreprise de mettre en place une authentification à mot de passe à durée de vie de 30 secondes? Je sais pas si oui. Donc pas les coûts en termes de temps, formation et architecture. Je sais pas si vous avez une idée. Bah, c'est là, ça va dépendre de quel service bénéficie de cette authentification. Donc là, sans contexte, ça c'est de répondre. Parce qu'en fait, il faut pas non plus ralentir l'activité de l'entreprise avec, comme on l'a dit juste avant, avec une politique trop forte. Parce que dans ce cas-là, c'est toute l'entreprise qui va être pénalisée. Et donc les ressources humaines vont être bridées tout simplement. Oui, faut pas oublier que le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. Donc je veux dire, si on met en place des sécurités trop fortes, on va par exemple, je prends un exemple tout bête, mais souvent les développeurs, ils ont besoin d'accéder à certains services. Si on leur bloque tous les accès, bah dans ces cas-là, ils vont pas pouvoir travailler dans les bonnes conditions, donc être très productifs. Donc après, comme a dit Maxence, pour compléter, il faut bien sûr définir des politiques de sécurité, mais pas non plus trop fortes, quoi. En fait, il faut aussi être en relation avec la sensibilité de la donnée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas surprotéger, par exemple, une donnée qui est moins critique à l'entreprise, parce que ça permettrait, ça va causer, comme on l'a dit, des ralentissements. Par contre, si effectivement, là, il s'agit d'un exemple d'une donnée ultra critique, alors là, oui, il faut la protéger hautement possible. D'accord. D'accord. L'autre question de Maxime qui nous demande, plutôt que d'utiliser des mots de passe, est-ce que c'est pas plus sécurisé d'utiliser des modes d'authentification comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale? Alors tout dépend aussi de à quel service on veut accéder. Plus bien sûr le service est sensible, plus bien sûr la méthode d'authentification doit être sécurisée. Mais par exemple, si moi je crée un système qui est accessible déjà en public, je ne vais pas mettre en place une authentification très sécurisée parce que déjà mes données sont publiques. Mais sur des services sécurisés, par exemple, on peut voir pour des banques ou des choses comme ça, on peut voir déjà des services utiliser les empreintes digitales ou autres. Donc oui, sur certaines applications, faudra mettre plus de sécurité, plus de moyens, et également, du coup, cela dépend de on va dire la confidentialité de l'application. Est-ce que tu peux répéter la question, le début en tout cas? Est-ce que c'est pas plus sécurisé d'utiliser des modes d'authentification comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale à la place d'un mot de passe? Après, en termes de sécurité, je pense pas que j'aurai la réponse idéale, mais en tout cas, je peux déjà dire que c'est ce qu'utilisent certaines banques. Donc, je pense de par cela que c'est quelque chose de plus sécurisé. Après, je ne saurais pas dire si, par exemple, l'empreinte digitale est plus sécurisée que des connexions avec des mots de passe. Et après, il faut pas avoir non plus solution comme la solution ultime, parce qu'elle peut quand même être contournée. Par exemple, on fait un moule du visage d'une personne, par exemple, on peut y accéder. C'est un exemple tout bête, mais voilà. Bien, merci à vous. On a plus d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas s'il y en aura d'autres sur le chat, mais merci à vous.